Jeudi 7 avril, bienvenue sur le plateau de la grande émission. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. On est toujours entouré de belles voitures. On va faire une pause aussi ce soir avec notre invité fil rouge. On ne sera pas dans le domaine de l'automobile. C'est une auteure canétane qui sera avec nous. C'est Martine Basso qui nous rejoint. Elle a signé un livre de science-fiction médiévale avec des faits et des personnages réels. Et à l'intérieur de cette époque médiévale, il va y avoir des choses qui vont ressembler un peu à Retour vers le futur, hein, disons-le carrément. Ça s'appelle Le Testament de Nicolas Flamel. Vous venez de le voir à l'image, ce bouquin. Et on va le parcourir avec quelqu'un qui, elle-même, a un parcours très atypique, puisque c'est un écrivain qui, avant d'écrire, était prof de physique et de maths. Et il y est arrivé des choses dans sa vie. Elle va nous raconter quelques anecdotes d'expérience avec des élèves qui auraient pu tourner parfois un peu mal, mais heureusement, il y a des happy end à chaque fois. Bon. Et entre-temps, c'est très drôle, vous verrez. Elle nous racontera quelques-uns de ses épisodes de vie. Martine Basso est notre invitée. De retour sur le plateau de la grande émission ce jeudi 7 avril, bienvenue. J'ai des bouilles épanouies derrière les caméras, j'ai des cadreurs qui sont formidables, qui, même en fin de semaine, ont une pêche d'enfer. Et je pense qu'on aura une très très bonne humeur, comme chaque jour, sur le plateau de la grande émission. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder chaque soir sur le canal 31 de la TNT et sur tous les autres moyens qui sont les box internet, par exemple. Nous, on est avec une équipe qui est toujours au taquet, hein. Molinari qui est en train de dessiner là en ce moment. On a Virginie qui sera là dans un instant pour nous présenter ses invités. Et puis une invitée fil rouge, comme chaque soir, Martine Basso ce soir, écrivain. Vous habitez ici au Canet ? Au Canet, c'est exact. C'est ça, une canétane, une régionale de l'étape qui signe le testament de Nicolas Flamel. Nicolas Flamel est un personnage qui a existé au Moyen-Âge. On est au XIVe siècle avec ce roman qui est un roman à la fois médiéval et de science-fiction. Vous allez tout nous expliquer. Comment est-ce que vous travaillez avec votre frère pour rendre ce bouquin passionnant, parce que quand on le démarre, on a envie de le dévorer, parce que c'est comme une enquête policière, sauf qu'il n'y a pas de meurtre avec vous, et ça c'est très très fort, de créer du suspense sans qu'il y ait de meurtre à résoudre, d'affaires de meurtre à résoudre. Regardons ce que fait Molinari. Ça vous intéresse? C'est notre dessinateur. Il n'y a pas de dessin dans votre livre? Hein? Non. Parce qu'éventuellement, il aurait pu... Non, là, j'ai un peu de main gauche, moi, de ce côté-là. Voilà. Parce que si vous avez besoin d'un dessinateur, on a besoin de le faire travailler un petit peu. D'accord. Donc, pour éventuellement, pour la prochaine couverture, vous faites appel à lui, il le fera très bien. Salut Rémi, je suis en train de dealer, ce sera 10% hein, pour le contrat. Il est en train de vous dessiner et il nous livrera une légende à la fin de cette émission qui sera un peu le condensé de ce qu'on se sera dit ce soir. Tout à l'heure, Virginie, le personnage dont on va vous parler, c'est un Coluche avant la lettre. C'est comme ça que vous l'avez décrit, Martine Basso, quand on a préparé cette émission au téléphone. Vous m'avez dit que ça aurait pu être un Coluche parce que c'est quelqu'un qui a amassé de l'argent et qui ensuite, avec cet argent, a voulu faire du bien autour de lui. Qui c'était Nicolas Flamel qui est au centre de votre roman? Alors, ce Nicolas Flamel, c'était un petit monsieur parisien du XIVe siècle qui est avant tout écrivain, mais aussi passionné par l'alchimie. Or, vous savez, l'alchimie, c'est transformer du plomb en or. Donc, lui, en même temps qu'il écrit sa biographie, il décide aussi d'écrire ses expériences. Et en même temps qu'il écrit ses expériences, il progresse. Et à arriver à un certain moment, on sait qu'il va qu'il va acheter en moins d'une année 30 maisons. Il va restaurer complètement l'hôpital des 15-20 à Paris. Il va également refaire entièrement 2 cathédrales. Et avec son petit salaire d'écrivain, on se demande comment il a fait. Et oui, parce qu'il était richissime, ce monsieur. On ne peut même pas imaginer la richesse qu'il a amassée en l'espace d'un an. Et on s'est toujours demandé pour quelles raisons il avait réussi à acheter de nombreux appartements à Paris qui mettaient en plus à disposition des plus nécessiteux de l'époque. En fait, c'était comme ça vous l'avez dit tout à l'heure, ce côté Coluche, en fait, c'est que ces 30 maisons, il ne les a pas habitées. En fait, il les a fait construire pour abriter les nécessiteux, les pauvres qui étaient très très nombreux à l'époque. On va dire que ça n'a peut-être pas beaucoup changé, mais qui étaient très nombreux et il avait déjà cette bienveillance envers les plus démunis. Ouais. Et ce qui m'a intéressé, c'était de trouver le moyen qu'il avait
utiliser pour arriver à trouver cet argent. Voilà. Parce que, évidemment, voilà. Et donc, c'est ce qui m'a donné cette envie de faire une quête. Voilà, parce qu'on est d'accord, on n'a jamais su aujourd'hui, de façon certaine, les scientifiques n'ont pas réussi à dire s'il avait réussi à trouver la formule pour changer du plomb en or, si il avait trouvé cet argent autrement. Mais en tout cas, c'était des sommes considérables. On peut parler de l'équivalent de milliards d'euros. De millions d'euros. De millions d'euros, oui. c'est ça? Oui, après, moi, je ne sais pas, mais en fait, ces 30 domaines, ils sont répertoriés au jour d'aujourd'hui, donc on est sûr. Par contre, comment il a fait ça, alors, évidemment, est-ce qu'il a transformé du plomb en or? Et donc, moi, comme il y avait un espace libre, et j'ai essayé de m'engouffrer dedans pour trouver une fin cohérente et en même temps utiliser une théorie scientifique qui m'intéressait d'expliquer et de développer au travers du livre. Eh bien, on va découvrir comment vous avez travaillé sur ce livre pour donner du crédit à une théorie qui serait que ce monsieur aurait réussi à transformer le plomb en or, ou en tout cas à trouver une formule qui lui permette de devenir très très riche d'une façon ou d'une autre. Et vous travaillez notamment sur ces livres avec votre frère, et c'est un peu du retour vers le futur. On verra comment ça s'agence dans un instant. Nous sommes en compagnie de Martine Basso. On va continuer à découvrir à la fois votre roman, qui est un roman de science-fiction médiévale, avec un personnage qui a été réel, un personnage qui a vécu au XIVe siècle, Nicolas Flamel, et on essaye de trouver le secret de sa richesse à Nicolas Flamel dans ce livre. Avec votre frère, vous avez travaillé. Comment est-ce que vous fonctionnez d'abord à deux, et puis quel est le ressort de ce livre? Vous m'avez dit, on le fait comme un millefeuille, où on fait des allers-retours entre l'époque moderne et l'époque médiévale. Donc en fait, mon frère n'est pas intervenu tout de suite. Moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était à la suite d'un pari. Et donc, je lui ai envoyé 70 pages. Et il m'a dit, c'est pas mal, on dirait Martine au pays des bisounours, aucun intérêt. Et donc, j'étais très, très vexée. Il est direct, en même temps, c'est votre frère. Ouais. Voilà. Et donc, il m'a proposé de se joindre à moi pour un petit peu renforcer mon écriture, créer les méchants. Parce que, évidemment, dans un roman, s'il n'y a pas de méchants, même s'il n'y a pas de meurtre, c'est quand même compliqué. Ouais. Et donc, voilà. Et on en est venu à écrire vraiment à 4 mains et un seul cerveau, parce que moi je suis capable d'écrire sur l'ordinateur, d'aller faire cuire un œuf, et lui pendant ce temps-là il peut prendre le relais, il continue d'écrire, il n'y a aucun problème, je le rejoins et on continue d'écrire. C'est vraiment super à ce point-là. Après mon frère il est très très doué pour tout ce qui est la forme. Voilà, et quand vous me disiez millefeuille, vous m'avez dit on fait des allers-retours, alors c'est entre 1968 et le Moyen-Âge. Pourquoi 1968 ? 1968 c'est parce qu'on traite des événements de 68, c'est vraiment le cœur du quartier latin, là où était Nicolas Flamel, au même endroit. Donc, en fait, on a trouvé que c'était intéressant de faire 2 histoires au même endroit, mais pas à la même époque, et qu'ils se transmettent, en fin de compte, une bulle de l'espace du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, sous forme d'un objet qui est à découvrir et que vont découvrir 2 scientifiques parisiens de la fac de sciences où moi j'étais. Voilà, un objet. Vous ne voulez pas en dire plus pour pas déflorer le sujet? Eh ben non, parce que sinon on vous donne la conclusion. Alors, donc, on ne donne pas la conclusion, mais sachez que vous avez aussi pris le soin de faire en sorte que cet objet qu'on peut voir aujourd'hui et qui est un objet relativement banal, vous avez fait en sorte qu'il puisse être réalisable avec les moyens dont on disposait au Moyen-Âge. Voilà, les moyens du bord, donc étaient forcément très simples, parce que Nicolas Flamel, il a un laboratoire, il a des produits chimiques, il a aussi des cristaux, il a aussi tout un tas de choses. C'est un alchimiste. C'est un alchimiste, voilà. Et donc il avait les moyens de le faire, et moi je lui ai fait faire. Après, je ne sais pas. Ça doit être vraiment très très intéressant à fabriquer ce genre de personnage, parce qu'il faut vraiment avoir des contraintes de matières premières, etc. Ah bah là, vous venez de parler en alchimiste. Hein. Ouais, tout à fait. Matière première. Matière première. Alors. De retour sur le plateau de la grande émission pour la deuxième partie. En ce jeudi, notre invitée, c'est Martine Basso. Elle vient d'écrire ce roman que vous découvrez. C'est Nicolas Flamel. Nicolas Flamel, personnage qui a existé. Et c'est le testament de Nicolas Flamel avec la recherche de la richesse de ce personnage qui, on ne l'a jamais expliqué, a en un an amassé une fortune colossale. Il a acheté des appartements et de très nombreux appartements à
Paris pour y loger en plus des personnes qui étaient dans la précarité à l'époque au Moyen-Âge. Et c'est ce qui nous faisait dire tout à l'heure que c'était un petit peu le Coluche du Moyen-Âge, ce Nicolas Flamel. Et c'est un roman qui allie à la fois le Moyen-Âge et la science-fiction que vous êtes venu nous présenter ce soir. En revanche, Martine Bassot, vous allez nous présenter aussi un petit peu votre parcours dans un instant. Et son parcours, il est assez drôle à Martine Bassot parce qu'il est bourré d'anecdotes avec des expériences puisqu'elle était prof de physique-chimie. Et parfois, quand on est jeune prof de physique-chimie, on fait des expériences qui pourraient presque être dangereuses. Elle va nous en raconter une dans un instant. Notre invité ce soir, c'est un écrivain. Alors vous préférez qu'on dise un écrivain ou une écrivaine? Un écrivain. Moi, un écrivain. Masculin, oui. C'est Martine Bassot. Encore sur le féminin. Et ben voilà, le testament de Nicolas Flamel. On rappelle cette histoire donc, qui se déroule au Moyen-Âge, mais qui est une sorte de retour vers le futur où vous faites une sorte d'intrigue policière pour savoir d'où venait la richesse de cet homme qui a vraiment existé au XIVe siècle. Ça, c'est dit avant d'être écrivain. Vous avez été, vous m'avez dit, professeur de maths, de physique. Et là, il s'est passé des choses assez particulières. Par exemple, vous m'avez dit en cours de physique, un jour, vous avez fait sauter toutes les vitres d'une salle de cours. Comment ça s'est passé ? J'étais encore remplaçante, donc je faisais beaucoup de collèges parisiens. Et donc là, j'étais dans un très vieux collège parisien sur les bords de Paris. Et à mon programme de maths, on m'avait ajouté quelques heures de physique-chimie, mais je n'étais pas spécialiste. Ouais. Donc la semaine d'avant, j'avais vu une expérience qui s'appelle toujours l'aboiement de l'hydrogène. Et elle m'avait beaucoup plu, donc je me suis dit, je vais la faire à mes élèves. Comment ça marche, l'aboiement de l'hydrogène? Alors, on mélange des tubes à essai comme dans les films. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, je dis à mes élèves, un tube à essai, c'est trop petit, je vais prendre un gros ballon à fond plat. Et puis, j'ai dit, oh ben non, allez, rapprochez-vous, venez autour de la paillasse, parce que sinon, vous n'allez rien entendre. Et ça fait un tout petit bruit, c'est vraiment un aboiement, un petit bruit comme ça. Et donc, j'ai fait ma recette de cuisine. J'ai mis de la limaille de fer au fond de mon ballon à fond plat. J'ai versé pas mal d'acide chlorhydrique. Et j'ai présenté courageusement mon allumette et ça a fait une grande explosion. Je me suis retrouvée avec le bas du ballon qui avait explosé, mes élèves collés sur les murs au fond et plus un carreau dans la salle. Les sous-doués passent le bac, ce truc, mais vraiment. Et ça vous est arrivé, ça? C'était en quelle année, ça? Oula C'était dans les années 70, un truc comme ça, non? Plutôt 80 quand 80? Même, mais bon, voilà, plutôt dans ces années-là. Et puis bon, c'est surtout que je me suis retrouvée le visage tout noir et avec ma mèche Tintin en l'air. Mais vraiment, non mais c'est-à-dire que l'image du film, ça peut exister quand on fait ce genre d'expérience et qu'on met un peu trop de limaille de fer, non pas dans un tube à essai, mais dans un saladier. Voilà, exactement. Donc évitez de faire ça à la maison. Exactement. Mais bon... ça s'est fini comment? J'ai eu mon rendez-vous avec la principale immédiatement, oui. Au lieu d'attendre 15 jours comme les autres. C'est ça, là, et puis j'ai eu aussi la visite de mon inspecteur dans la journée, qui avait réussi à se dégager du temps pour venir me voir. Et oui, non, il ne m'a pas félicité. Non, j'imagine. Mais c'est dommage. Voilà, Parce que par contre, mes élèves, eux, avaient bien compris la notion de l'hydrogène qui se libère. Ah oui, oui. Ils avaient parfaitement compris l'expérience et j'ai mis d'excellentes notes. Ah ben, d'excellentes notes. Donc, voilà. Donc ça a des résultats. Et je pense priorité. que de l'expérience, ils s'en souviennent encore aujourd'hui. Hein, pour ceux qui étaient dans la classe de Madame Bassot, vous avez tout de suite remis, oui c'est elle, quelques années plus tard. Merci en tout cas d'être avec nous, Martine Bassot. On va continuer à égrener quelques-uns de vos souvenirs sur les bancs de l'école et puis on verra aussi le projet sur lequel vous travaillez, un nouveau roman qui sortira cet été et qui se passe dans notre région, c'est dans le Verdon que vous avez décidé d'implanter vos personnages. Et juste avant, dernière question à notre invité. Je sais qu'en 1975, là aussi on remonte le temps sur votre parcours à vous. Vous étiez à l'époque au lycée Lavoisier à Paris. Alors pour quelqu'un qui a fait physique, chimie, Lavoisier ça parle quand même. 1975 et là vous ouvrez la fenêtre et vous me dites j'ai eu une drôle de sensation. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était ma première journée de cours au lycée Lavoisier. Et donc, à 10h, les élèves sortent en trombe. Là, je les entends bien. Donc, moi, j'ouvre la fenêtre pour aérer et taper mon tampon de craie, plein de craie. Et là, je regarde quelques minutes en bas, dans la cour, 1000 élèves, pas un bruit, silence total. Et donc là, je me prends une grande frayeur et donc vite, je me dépêche de rejoindre mes collègues et je leur dis, mais dans la cour, là, moi, j'entends rien, c'est normal, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, ah oui, c'est tout à fait normal parce que là, c'est l'Institut des sourds-muets.
Voilà, d'accord, très bien. Donc, mais vous avez eu un moment l'impression d'avoir un problème vraiment d'ouïe de votre côté. Très bien. Notre invité, à qui il arrive des tas de choses et qui en raconte dans des bouquins. Alors c'est le cas dans celui qu'on vous a présenté aujourd'hui, Nicolas Flamel, Le Testament de Nicolas Flamel, c'est aux éditions Liber Faber. On trouve ça sur Amazon facilement, vous tapez Le Testament de Nicolas Flamel. Et puis le projet, on va terminer là-dessus, c'est un nouveau roman qui sortira l'été prochain, qui se déroulera dans le Verdon. Pourquoi le Verdon et l'Espagne aussi d'ailleurs? Voilà, bon, en fait, c'était le premier bouquin qu'on avait écrit, mais qui va être édité en deuxième position. Et donc, en fait, comme je suis allée beaucoup de fois dans le Verdon, c'était pratique pour moi. C'est une équipe de jeunes, en fait, qui va dépanner le Moulin de Soleil, qui est le dernier moulin à aube de la région, mais qui existe réellement. Et donc, quand ils arrivent pour faire ce dépannage, le meunier a disparu, mais il a laissé un message dans le moulin à aube qui est crypté. Ils vont donc décrypter ce message et à partir de là, ils vont faire un road movie à travers toute la France. Ils vont ensuite basculer sur l'Espagne et en plus d'essayer de retrouver le meunier, ils vont essayer de retrouver une énigme beaucoup plus importante et beaucoup plus mystérieuse que le meunier. Fois, vous faites ça sans meurtre. Il n'y a pas de sang dans, dans vos bouquins et ça, c'est assez impressionnant de garder le lecteur en haleine sans essayer de découvrir... comme habituellement 99% des cas, un meurtrier ou le coupable d'un meurtre sanglant. Sur la séquence finale, et je ne résiste pas au plaisir de demander à Martine de lire cette légende, parce qu'il vous a mis des mots dans la bouche, ça ne m'appartient plus, c'est à vous. Alors oui, 1000 feuilles égale 500 pages, je suis vraiment nulle en maths, je confirme. En fait, mais bon, ce sont les plus nuls en maths qui sont les meilleurs pédagogues. Parce que vu qu'ils ont eux-mêmes des difficultés à comprendre, ils enseignent d'autant mieux. Bah, bravo, voilà. C'est une prof de maths qui vous le dit. Merci beaucoup Martine Bassot. Longue vie à Nicolas Flamel et au Testament de Nicolas Flamel, ce roman édité en ce moment qui sort. Et n'hésitez pas à aller le consulter, le lire, vous allez le dévorer. 1000 feuilles, 500 pages, effectivement. C'est un beau pavé, mais ça vaut le coup. Merci à vous. Virginie, demain, le défi, ce sera ? Ce sera de la danse irlandaise. Donc je ne vais pas vous le faire en même temps parce que je ne suis pas très douée. On n'a jamais fait dans le coin un défi de la danse irlandaise. On sera en bonne compagnie avec une nouvelle prof. En tout cas, dans ce coin défi, elle s'appelle Lucie. Donc vous ferez sa connaissance demain. Il y aura aussi l'agenda, comme tous les vendredis. Et de votre côté, Eric ? Eh bien, nous serons en compagnie de Sébastien Chatin. On va terminer dans le monde de l'automobile. Le maître des lieux. Voilà, le maître des lieux de cette concession où nous étions toute cette semaine et qui en plus est un champion de rallye. Et sa voiture de rallye, d'ailleurs, elle est exposée ici. On aura l'occasion de vous la montrer demain. Excellente soirée. On se dit à demain 18h30. À demain, avec grand plaisir. Bon appétit, les amis. Ciao, ciao. Salut. Merci, Eric.